Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kaiser Foot, votre balado ou podcast ou vidéo diffusion portant sur la Bundesliga et le football allemand avec à mes côtés Mathieu Lemay, votre animateur, le grand Kaiser qui est de retour après un congé hivernal bien mérité et rassurez-vous, malgré les ennuis que connaît son club chéri du Bayern de Munich, il garde le sourire, ce n'est pas comme certains correspondants qui sont partisans, n'est-ce pas? Allô David, allô Frenda, comment ça va aujourd'hui? Allô Mathieu, salut à tous. Pour tous les supporters du Bayern, on peut les rassurer tout de suite. Quand vous êtes champion 11 fois d'affilée, forcément, vous avez l'appétit en baisse et forcément, vous avez aussi l'opportunité pour les autres clubs d'essayer. Et cette année, on va y venir évidemment très vite dans notre menu. Cette année, c'est le Bayer Leverkusen à qui tout réussit, du moins jusqu'ici, et c'est lui qui s'est engouffré dans la brèche. On va voir un petit peu où ça nous mène, mais on aura encore des surprises pendant le printemps, j'en suis absolument certain, Mathieu. On en a déjà cet hiver, ce ne sont pas les surprises qui manquent, mais je dirais d'entrée de jeu, avant qu'on aborde un petit peu plus tard dans l'émission la question du Bayern, et ça, évidemment la question du Bayer Leverkusen, que après 11 titres aussi, t'es dû pour finir par l'échapper à un moment donné. Toute bonne chose a une fin, diront certains. Et moi, je partirais de ce principe-là, sans doute pour éviter de trop surexpliquer les ennuis que connaît le Bayern en ce moment. Mais fatalement, ça ne pouvait qu'arriver. Mais j'ai déjà connu, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, j'ai déjà vu le Bayern de Munich dans des situations beaucoup plus dramatiques que celle-ci. Mais ça, on pourra toujours y revenir aussi. Mais je veux aborder brièvement le mercato hivernal. Mais plutôt que, comme on fait à chaque fois, peser le pour et le contre, j'ai constaté, moi, deux petites choses dans ce mercato, un petit peu spécial. On dit souvent, mais ça, c'est à travers l'Europe, c'est pas forcément appliqué partout, que le mercato de janvier est un mercato d'ajustement. Et on sait que c'est pas toujours vrai. Je peux citer des exemples qu'on a eu cet hiver où il y a des équipes que c'était pas tellement l'ajustement qui était visé. Et ça, c'est très facile à cibler lorsqu'on regarde l'actualité. Maintenant, en Allemagne, j'ai l'impression au contraire que ça a été le maître mot. Pour beaucoup d'équipes, on dirait que ça a été ce mot d'ordre-là. Mais ça veut dire à ce moment-là, vu que c'est un mercato d'ajustement, que chaque équipe avait ses propres objectifs d'ajustement. Je vais citer un exemple comme ça par hasard. L'Eintracht Francfort, ses deux meilleurs joueurs, même si ce sont des jeunes joueurs, étaient à la Coupe d'Afrique des Nations. Il fallait compenser leur départ et le recrutement s'est fait beaucoup en ce sens-là. On est allé chercher des joueurs en attaque qui étaient disponibles et dont certaines équipes voulaient se débarrasser. On passe à Denis Van Der Beek, qui n'avait plus de temps de jeu à Manchester United, qui est maintenant avec l'Eintracht Francfort, par exemple. On passe à Sacha Kalajic aussi. Tu vois, ce sont des exemples comme ça. Il y a d'autres équipes, ben, c'est pour combler parfois des pertes parce qu'il faut parfois vendre un petit peu. Il y en a d'autres, c'est pour espérer s'améliorer, espérer sortir un peu de l'inconfort dans le bas de classement. Puis il y a d'autres équipes qui n'ont pas fait grand-chose, mais qui ont quand même trouvé une façon de virer le paquebot de bord. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard aussi. Bref, il y en a eu vraiment pour tous les goûts. Et j'étais en train de me demander si parmi les motifs derrière ça, est-ce que ce sont encore une fois des aspects économiques ou si parce que les directions sportives en général ont tellement bien ciblé leurs besoins qu'au bout du compte, c'était pas nécessaire de partir dans des surenchères, mais ça, l'Allemagne ne le fait pas de toute façon. Mais on n'était pas obligé, disons, de juste aller dans les saisies d'opportunités ou de sortir du cadre d'ajustement. Au contraire, on s'est vraiment focusé là-dessus, comme si on avait une idée dans l'évaluation des équipes respectives. Qu'est-ce qu'on avait sous la main et qu'est-ce qu'on avait besoin, David? Je trouve que tu fais une bonne synthèse par rapport au terme d'ajustement qui est valable en Allemagne par comparaison avec d'autres championnats. Alors pour certains, c'est structurel comme la Première Ligue d'engager des grosses sommes, y compris en hiver. Pour d'autres, c'est plus occasionnel. Certains voisins européens, mais en Allemagne, on n'engage jamais de grosses sommes en hiver. On est surpris même quand on regarde les chiffres des transferts du mercato d'hiver, du marché hivernal qui sont bas. Et quand on atteint 25-30 millions d'euros, c'est l'exception. Vraiment. Sacha Boey, que le Bayern arrache, qui vient de Turquie, de Galatasaray vers le Bayern, c'est sur le plan financier, c'est une exception. Et c'est une somme importante, c'est certain,
C'est une somme importante, mais ça n'est pas non plus 60, 80, 100 millions d'euros. Ce n'est pas le coût du siècle. D'ailleurs, le pauvre est blessé désormais. Mais oui, ajustement, c'est évident. Du renfort parfois quand on a repéré qu'il y a un poste qui était déplumé. Tu as évoqué l'exemple de l'Eintracht Francfort, c'est amusant parce que j'aurais pris exactement le même. Il y a eu cette Coupe d'Afrique, il y a eu aussi, on connaît la tradition en Allemagne avec les transferts d'Asie, Japon, Corée notamment, il y a eu aussi la Coupe d'Asie qui a eu un impact. On y pense avec Min Jae, par exemple, côté Bayern, mais ce n'est pas le seul. Donc il a fallu ajuster comme ça. J'ai pas à l'esprit, et c'est assez révélateur je trouve, j'ai pas à l'esprit une équipe qui ait fait un coup saignant, un coup improbable. Il va falloir attendre un peu pour voir si il y a une réussite qui s'affirme jusqu'à la fin de la saison ici ou là. Mais voilà, alors est-ce qu'on peut trouver des explications par rapport au classement, par rapport au fait que les choses soient bien établies? Je suis pas sûr parce qu'on aura l'occasion d'en parler au fil de nos discussions, mais il y a toute une zone du classement entre la 4e place de Dortmund et presque la 12e place de Wolfsburg, même un peu plus bas avec l'Union Berlin, où ça peut bouger énormément jusqu'à la fin de saison. Il y a plein d'équipes qui peuvent rêver d'Europe. Donc je ne pense pas que le fait que les places soient figées soit une raison pour que les directeurs sportifs se disent, bon, on n'a pas grand espoir, on ajuste et on verra l'été prochain. Je ne pense pas que ce soit forcément pour ça. Je crois aussi quand même, Mathieu, tu l'as dit, tu l'as sous-entendu, tu l'as dit un peu en creux, la surface financière, la liberté financière décide aussi beaucoup. C'est-à-dire que vous n'allez pas aujourd'hui, sous prétexte que vous allez faire venir un joueur, révolutionner le classement, révolutionner votre équipe. En Allemagne, on n'est pas dans ces, dans ces possibilités-là, dans ces mouvements-là, dans ces moves-là, comme on dit au poker en Amérique du Nord. Et donc, non, rien de spectaculaire. Et pour moi, le terme clé, c'est celui que tu as utilisé, c'est celui d'ajustement. Les équipes les plus aisées ont pu procéder à un peu plus de mouvements que d'autres. Après, il y a aussi quelques équipes qui vont puiser un petit peu en deuxième division, qui essaient de trouver des joueurs compétitifs de deuxième division pour les hisser à l'étage supérieur, pour se renforcer ou pour essayer de lutter contre une possible relégation. Voilà, c'est assez structurel à mon avis de constater cette politique-là qui, me semble-t-il, est quand même plutôt saine. Effectivement, et d'ailleurs, tu me fais penser qu'avec l'exemple de l'Union Berlin, on a un exemple de mercato d'ajustement sous deux motifs. Et Le oui, premier, c'était évidemment l'échec en Ligue des Champions. On pouvait alors liquider les joueurs qu'on avait recrutés, ce qu'on a fait, mais on est allé recruter aussi pour probablement répondre à des demandes du nouvel entraîneur qui a remplacé Urs Fischer, trouver des joueurs dont l'identité ou le profil correspondait à ce que l'entraîneur avait probablement demandé, ou ce que la direction aussi voyait comme étant des joueurs qui auraient un impact sur l'Union Berlin en seconde moitié de saison. Et justement, on voit que l'Union remonte tranquillement au classement, commence à avoir des réussites, et même concède moins de buts. Donc, on semble avoir retrouvé quelques bases de travail fort intéressantes. C'est un exemple que je souligne par-ci de ce côté-ci. Et en passant, quand tu as parlé du move, en Amérique du Nord, on utilise parfois l'anglicisme pour autre chose que le poker. Hein. Donc, le terme était adéquatement choisi, même si c'est un anglicisme. Il y a tout de même un transfert que j'ai noté pour en finir avec le mercato qui est peut-être pas dispendieux, mais qui m'a quand même frappé et qui semble avoir eu un impact un peu indirect, direct aussi, mais un peu indirect. C'est le retour de Jadon Sancho avec le Borussia Dortmund. Non seulement son retour a semblé attirer l'attention, c'est sûr, du côté de Dortmund, mais depuis le redémarrage de la Bundesliga pour la seconde moitié de saison, une des choses que moi je reprochais à Dortmund, qui semblait se chercher une identité de jeu, qui semblait même jouer contre nature, à se replier, à essayer de jouer plus la transition de façon incertaine. Et là, tout à coup, arrive Jadon Sancho et l'équipe semble retrouver son allant pour la possession, la création de jeu et de l'attaque. Et mine de rien, le Borussia Dortmund a un très bon départ dans sa deuxième moitié de saison. Et ils sont passés devant Leipzig, ils sont dans le top 4. Alors, je suis en train de me demander jusqu'à quel point le retour de Jadon Sancho, qui a d'ailleurs été
significatif dès son premier match avec Dortmund ne pourrait pas créer un sentiment au sein du Borussia Dortmund ou créer un élan qu'on voit déjà, mais qui pourrait se poursuivre d'ici la fin de la saison pour qu'on termine sur une bonne note et peut-être voir, parce que je trouve ça intéressant, peut-être voir enfin des joueurs qui semblaient coincés en première moitié de saison. Là, ils sont plus légers, soulagés, plus libres de s'exprimer. Il suffisait juste de voir Marco Reus féliciter Jadon Sancho pour sa passe dès le premier match, comme si le geste voulait dire « Je suis content que tu sois revenu ». Pour moi, c'est significatif et ça parle beaucoup. Puis en même temps, je dis ça et ça passe presque dans l'ombre. L'autre acquisition de Yann Madsen, défenseur latéral gauche, qui a eu aussi un impact significatif depuis qu'on l'a titularisé à ce poste. Oui, alors les deux ne sont pas comparables. Je pense que Madsen, c'est d'ores et déjà une satisfaction parce qu'il y avait à Dortmund ce manque. Wolf n'est pas un latéral de métier. Ça a flotté pas mal. Ruerson est en train de revenir, le Norvégien, mais il a eu aussi une absence. Thomas Meunier a des hauts et des bas dans son profil même. Et Madsen va apporter quelque chose et surtout le punch dont le jeu de Dortmund a besoin. Souvenons-nous des Piszczek, Schmelzer et ces joueurs extrêmement généreux, véloces, dynamiques qu'il y avait il y a quelques années, et c'est un manque aujourd'hui. Donc Madsen, c'est une réussite d'ores et déjà à court terme. Jadon Sancho, attention, parce que c'est un feu de paille pour l'instant. Il a eu, pour rester dans le poker une seconde, il a eu cette chance du débutant, c'est-à-dire qu'il revient, premier match, ça fonctionne, mais derrière, il y a une dimension physique qui est une inconnue. Il y a eu aussi son acquis psychologique, son acquis mental lorsqu'il avait fait ce merveilleux passage à Dortmund. A été plombé, a été obéré depuis, et il y a un moment où ça va revenir aussi, ça pèse. Et c'est pas la solution à tous les problèmes de Dortmund, loin s'en faut. Madsen, très pertinent. Sancho, moi j'ai trouvé que c'était une super opportunité, une super occasion pour lui de se relancer et puis pour le Borussia de se mettre un coup de fouet, effectivement. En tout cas, il a l'air heureux d'être revenu à Dortmund, ça, c'est vrai. contrairement à Manchester United où il semblait aller Très nulle juste. part. Ouais, non, ça c'est vrai, ça va être un élément utile, important pour le vestiaire, pour l'enthousiasme à Dortmund, qui est, comme tu l'as dit très bien, dans la course pour la Ligue des Champions, et pour eux c'est essentiel, c'est important pour leur équilibre. Mais il y a quand même, depuis qu'on a redémarré en janvier, il y a quand même eu des matchs nuls inquiétants, des rechutes, un jeu qui n'a pas quand même une vraie signature, une vraie tenue, une vraie constance. Je serais donc très prudent malgré tout concernant Dortmund. Gardons à l'esprit aussi que l'éclaircie Ligue des Champions telle qu'elle s'était dessinée dans la première moitié de saison a le droit de continuer encore un peu aussi. Il va y avoir cette rencontre-là très vite contre PSV Eindhoven. Attention, adversaire difficile parce que le PSV réussit beaucoup cette saison aux Pays-Bas, mais c'est abordable. Et Dortmund pourrait donc s'offrir ce parfum d'euphorie peut-être encore pendant quelques semaines si on devait passer l'obstacle à Eindhoven, se retrouver en quart de finale, se frotter peut-être un très très grand d'Europe un très très gros d'Europe, pardon, parce qu'il va ne rester que des très gros en quart de finale. Et ça peut être aussi peut-être la petite éclaircie qui rallume dans l'esprit d'un Jadon Sancho le côté compétiteur, le côté gagneur. Voilà, mais prudence par rapport aux ajustements de Dortmund qui ont été pertinents, mais surtout pour Madsen, parce que Sancho, on n'a pas encore la certitude qu'il pourra livrer chaque semaine des performances constantes, hélas. Oui, cela dit, je trouve quand même que c'est une bonne nouvelle d'avoir un Dortmund qui joue de façon un petit peu plus libérée. Et là, Sébastien Haller, qui a bien fait la Coupe d'Afrique des Nations, pardon, j'allais faire une erreur, qui semble avoir retrouvé sa touche, ça va peut-être le remettre en confiance et Dortmund qui pourrait peut-être enfin compter sur lui en attaque, dans les cas où Füllkrug ne marquerait pas, par exemple. Enfin, ça amène une option supplémentaire, mais c'est à suivre. Dernier point concernant le mercato, mais curieusement, ça concerne les entraîneurs. Et ça concerne aussi un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est ce bloc de relégation. Puisque les changements d'entraîneur durant l'entre-saison concernent deux équipes en danger d'être reléguées. On parle de Mayence et on parle de Cologne.
Cologne, finalement, s'est départi de Stephen Baumgart. Je sais que tu en as dit du bien de cet entraîneur. Moi aussi, on parle d'un homme à la casquette qui a connu son heure de gloire, notamment avec Paderborn, et qui a quand même bien fait avec Cologne jusqu'à cette saison. Mais il travaillait avec des moyens limités. Il n'avait pas d'attaque à sa disposition. Cologne marque très peu de buts. Et dans le cas de Mayence, ils ont déjà changé d'entraîneur pour une deuxième fois cette saison. On a décidé de faire confiance à Bo Henriksen récemment, entraîneur danois, et il gagne à son premier match. Bon, c'est encourageant. Cologne a gagné un match aussi avec son nouvel entraîneur, Timo Schulz. Mais est-ce que vraiment ça va changer quelque chose, ce changement d'entraîneur? Parce que j'ai comme l'impression, quand on voit l'évolution du classement, que la plupart des équipes s'éloignent du bloc de relégation. Il y a quand même, avec le barragiste, 6 points d'écart avec le club le plus proche. Et il y a souvent des mouvements. Hein. Pendant longtemps, l'Union Berlin était 15e. Là, l'Union Berlin monte et s'éloigne. Borum, avec sa victoire contre le Bayern Munich, est passé de la 14e à la 11e place. Tu vois que ça change vite. Il y a juste Mönchengladbach qui ne joue pas très bien, mais je pense qu'ils ont assez de ressources dans leur effectif pour éviter une relégation. Et il y a 6 points d'écart quand même entre la 15e place et la 16e place. Alors moi, je me dis, est-ce que d'ici la fin de la saison, on pourrait voir juste une lutte pour savoir qui sera barragiste et donc conserver une chance dans un match aller-retour de barrage pour rester en Bundesliga entre Mayence et Cologne, parce que Darmstadt, qui est lanterne rouge, je ne vois pas tellement cette équipe sortir de la dernière position de la façon dont... Pas que cette équipe-là joue, elle se donne à fond, mais il y a clairement un déficit de talent et c'est une équipe qui donne beaucoup de buts à l'adversaire. On ne semble pas trouver des solutions à l'interne, en tout cas, pour se relancer. Donc, je posais la question, est-ce que les changements d'entraîneur de Mayence et de Cologne auront un impact suffisant pour qu'il y ait une course pour éviter la relégation ou à tout le moins une course pour la position de barragiste d'ici la fin de la saison entre ces deux équipes? Ben, y a un impact, oui, et puis y a quand même quelques exemples célèbres. On pense à Baumgart, on pense à Nagelsmann, mais ce sont quand même des entraîneurs d'un calibre, ils l'ont prouvé après, d'un gros calibre. Mais y a quelques exemples où on peut avoir un redressement spectaculaire en l'espace de 3 à 6 mois. Ça s'est vérifié avec Hoffenheim, mais c'est un exemple comme ça qui me vient, et il y en a forcément d'autres. Je suis assez d'accord avec toi, Mathieu, pour ce qui est de Darmstadt. Les observateurs en Allemagne l'avaient considéré dès l'été dernier comme l'équipe la plus faible. C'est pas dédaigneux de notre part de dire ça. C'est l'équipe qui a le moins d'atouts peut-être sur le plan du potentiel de son effectif. 51 buts encaissés, c'est énorme. Et puis on voit pas bien Darmstadt enchaîner les victoires. Bon. Mais devant, il faut garder un peu de prudence et ça répond en partie à ta question parce que comptablement, il reste encore 12 journées. On voit Cologne sortir un peu du bois, sortir un peu de sa spirale négative. Le changement d'entraîneur a peut-être redonné un peu de fraîcheur dans les esprits, dans les idées. Même si j'étais pour ma part un fervent adepte de Baumgart, que je considère comme un formidable meneur d'hommes, mais peut-être qu'il y avait une fatigue aussi, pour lui comme pour ses joueurs. Et puis à Mayence, là aussi, on ne peut pas être catégorique parce qu'à Mayence, il y a quand même des joueurs qui peuvent gagner des matchs, quoi, hein. On pense à Onisiwo, par exemple, ça fait un moment qu'il est là, c'est vrai, mais donc ces équipes, ne les enterrons pas tout de suite, d'autant plus que même s'il y a de la solidité devant, je pense à Augsbourg, c'est quand même assez solide. Demirovic cache un peu la forêt, mais c'est une équipe difficile à manipuler. Tu as dit évidemment à juste titre. Eux, Augsbourg, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, cette équipe-là, à tous les matchs, performe, se donne à fond et va chercher des précieux points Absolument. dès que c'est possible. C'est ça la différence. C'est paradoxal parce que Enrico Maassen, qui était là avant, est un formidable entraîneur aussi, un jeune entraîneur. Mais bon, après, parfois, on peut manquer de clés sur certains dossiers. Il faut se relancer ailleurs. Pour certains, il faut faire une pause. Donc, c'est pas une science exacte. Mais voilà, enfin, Augsbourg, Union Berlin, Bochum, Heidenheim. C'est solide, quoi, cette saison. Heidenheim étant la surprise de la saison parce qu'il est 10e pour une équipe. On va en reparler d'Heidenheim. Ouais. On peut être un petit peu plus inquiet malgré la qualité de l'effectif pour Gladbach et pour Wolfsburg. Parce que Gladbach
Seoane est rassurant dans son discours, l'entraîneur suisse, mais ça enchaîne quand même les résultats moyens, médiocres. Wolfsburg, c'est un peu à l'image de la région, la Basse-Saxe, pardon pour les Bas-Saxons, mais c'est un peu déprimant ce qu'ils nous proposent. Il faut être clair, on est quand même un peu dans le Grand Nord sombre. Et on n'est plus C'est du quand tout même pas comme le Grand Nord chez nous, là, David. non, c'est Soyons... ça. Non, on est d'accord. Non, je veux dire dans les idées, quoi. On n'est plus à Oui, l'époque oui, bon, oui. Okay. Grafitch et Dzeko, mais non, mais voilà. Donc oui, tu as identifié les faibles de ce championnat actuellement. Tu es sceptique vis-à-vis du fait que les entraîneurs puissent apporter quelque chose. Il y a une impulsion dans le cas de Mayence, dans le cas de Cologne, et pour moi, ça suffit à dire que ce sont des équipes qui sont encore vivantes. Pour Darmstadt, sera compliqué parce qu'il y a trop de voyants qui sont au rouge. Et allez, on va pas les enterrer parce que de toute façon le sport permet des surprises, mais on les voit mal se hisser au-dessus de la 16e place. Donc pour Darmstadt, je pense qu'ils sont déjà dans l'esprit de la saison prochaine, arracher un barrage, c'est-à-dire la 16e place pour jouer contre le 3e de 2e division, serait déjà une belle performance de leur part. Même si, je termine par là, mais je me répète, mais même si sur le plan du nombre de points, cette saison, personne n'est complètement distancé. Oui, c'est vrai. Mais je constatais depuis le début de la seconde moitié de saison que beaucoup d'équipes prennent des points contrairement aux équipes du bloc de relégation. Et là, il y a comme un petit écart qui commence à se creuser qu'on ne voyait pas avant, même si mathématiquement, effectivement, tout est possible. Je demande à être étonné, mais il y avait quand même quelque chose qui m'avait frappé cette saison. Et d'ailleurs, on voit que dans le milieu de classement, c'est très serré entre ces équipes-là au niveau de ce que j'appellerais la prise de points disponible. En tout cas, ça promet toute une fin de saison, ça c'est évident. Mais justement, de parler de certaines de ces équipes de milieu de peloton, je les garde pour un petit peu plus tard. Là, on va parler un petit peu à la fois des équipes de tête et surtout du Bayern de Munich et puis du Bayer Leverkusen, puisque le match retour a eu lieu. On l'attendait avec impatience après le verdict nul de 2-2 à l'Allianz Arena dans un match chaudement disputé. Finalement, le Bayer Leverkusen n'est jamais tombé dans le piège comme on a vu dans les années passées, où les équipes qui compétitionnaient avec le Bayern, fatalement, lorsqu'on affrontait le Bayern, c'est là que tout s'écroulait. Eh bien là, c'est jamais arrivé. Le Bayer Leverkusen est arrivé confiant. Xabi Alonso nous a concocté une stratégie, un plan tactique aux petits oignons qui, selon moi, a été largement supérieur à ce qu'avait imaginé Thomas Tuchel. Et j'avais d'ailleurs, dans ma première analyse, j'avais utilisé ou résumé cette tactique-là par le titre du conte de Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, La torture par l'espérance. C'est-à-dire que Xabi Alonso a comme concédé la possession au Bayern, ce qui devrait, ou ce qui aurait dû le mettre en confiance, mais Xabi Alonso avait prévu dans sa stratégie des joueurs avec une vitesse. Il y avait des joueurs de vitesse là, dans sa formation. On jouait dans le dos de la défense du Bayern comme du fromage de gruyère et on a carrément capitalisé dès qu'on avait des chances de marquer au point où le Bayern n'a eu qu'un seul tir cadré et c'était un tir facile pour Radetski dans ce match à stopper. Tout le reste a été l'affaire du Bayer Leverkusen qui a contrôlé la rencontre de bout en bout. On n'a jamais senti le Bayern dans le coup, ce qui est assez rare. Et là, ça a commis des effets. Parce que en milieu de semaine, le Bayern de Munich s'incline contre la Lazio, ce que je trouve inattendu même à l'étranger. Et là, récemment, en fin de semaine, au moment où on enregistre, le Bayern perd contre le VfL Bochum. Il est vrai que Bochum, voyant un peu qu'il y a des équipes dans sa zone qui gagnaient des points, Bochum s'est dit, c'est pas parce que c'est le Bayern en face qu'on va pas essayer d'aller en prendre. Eh bien, tu résumais toi-même Bochum comme étant une équipe qui est capable de se faire respecter. Ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait contre le Bayern de Munich. Et en plus, moi, c'est du jamais vu. 2 matchs consécutifs où Dario Upamecano, non seulement commet une faute qui donne un pénalité à l'adversaire, et cette faute-là, ça lui donne un deuxième jaune qui l'expulse. Dans les 2 compétitions, j'ai jamais vu ça, un joueur comme ça. Puis, je dis pas ça pour remettre en question le talent d'Upamecano. Moi, je pense que la faillite, elle est collective. Mais avant qu'on parle du Bayer Leverkusen, là, on va parler justement un petit peu du Bayern parce que je sais qu'il y a des rumeurs voulant que Thomas Tuchel n'ait plus comment je dirais ça, mais n'est plus les faveurs du vestiaire. Il y a des joueurs qui sont mécontents. On parle même d'un possible départ de Joshua Kimmich. C'était impensable il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il ne connaît pas une grande saison, mais beaucoup disent qu'il n'est pas à l'aise avec Thomas Tuchel.
Il y a Alphonso Davies qui veut partir au Real Madrid et on le voit moins cette année. D'ailleurs, j'étais étonné qu'il n'ait pas été titularisé contre le Bayer Leverkusen. On avait mis Sacha Boey et il paraît mal sur le premier but de Stanisic, un ancien du Bayern revanchard. Tiens, comme par hasard. Alors là, il y a des mécontents. Thomas Müller, par contre, ne blâme pas l'entraîneur. Lui, il y va carrément, et je vais le dire en ondes, malheureusement, le bouchez vos oreilles, ça vous dérange. Lui a dit qu'il y a des joueurs qui manquaient de couilles dans le vestiaire. Il n'est pas allé par 4 chemins. Donc, il y a quelque chose là qui... En tout cas, il y a le feu au village, disons, au sein du Bayern. Et il y a des rumeurs toutes folles qu'on entend. José Mourinho qui serait tout à coup, parce qu'il a été congédié de l'AS Rome, il serait intéressé, il apprend l'allemand, il serait intéressé à avoir le poste du Bayern de Munich, ce que je trouve, et c'est pas pour critiquer Mourinho, loin de là, mais son profil, son style d'entraîneur, selon moi, ne cadre tout simplement pas avec le style de jeu ou le style de club qu'est le Bayern de Munich. Ça, c'est mon opinion, tu pourras répondre de ça. Il y a Jürgen Klopp qui est disponible, qui, selon moi, serait peut-être une solution, mais à partir de la saison prochaine. Moi, je pense que si je suis le Bayern, avant de me précipiter dans le court-termisme pour solutionner tout, espérer sauver les meubles, il faut reconnaître qu'en face, le Bayern Leverkusen connaît une saison exceptionnelle. Ça renvoie à ce que je disais, le Bayern était peut-être dû pour échapper à un titre. Les statistiques démontrent que le Bayern est meilleur que la saison dernière, malgré les ennuis récents qui lui tombent dessus. Il y a des correctifs dans l'effectif à faire qu'on n'a pas tout à fait comblés pendant le mercato. Eric Dyer, comme défenseur central, c'est pas Raphaël Varane. Je ferme la parenthèse ici, par exemple. Mais bon, tout ça pour dire que est-ce que dans les discussions, est-ce qu'on sent le besoin de vouloir sauver les meubles et de prendre des décisions court-termistes qui peut-être coûteraient cher au Bayern plus tard? Est-ce qu'on va se rendre à l'évidence en disant ça fait 11 ans, l'appétit de gagner est peut-être tombé à un moment donné chez certains? Et on ne devrait pas à ce moment-là voir les choses à tête reposée. On a quand même des bons éléments dans l'effectif. Gardons notre calme, reprenons notre respiration. Qui on peut aller chercher comme entraîneur et sur quoi peut-on bâtir pour relancer une nouvelle machine? Surtout que, comme je l'ai dit, Müller et Manuel Neuer ne seront plus éternels. Qui on relance pour que ce club-là revienne un peu à l'avancée, nous repart un nouveau cycle peut-être. Je sais que ce n'est pas terminé la saison, mais avec 8 points d'écart, je vois mal comment, avec le fait que Bayer Leverkusen, qui a évité tous les pièges jusqu'ici, à part une catastrophe industrielle, je ne vois pas comment le Bayern gagnerait un 12e titre consécutif en fin de saison. Alors, je te pose la question, David, comment on envisage les choses? Qu'est-ce que tu as entendu dans les échos, dans les contacts que tu sois là-bas? Est-ce qu'on hésite entre le court-termiste, le long terme? Qu'est-ce qui se passe au sein de la direction sportive? Quels sont les plans peut-être pour un remplacement de Tourelle? Si tant est qu'on le remplace, est-ce qu'on le fait cette année à la fin de la saison? Qu'est-ce qui se passe exactement? Résume-nous un peu tout ça. Alors, on peut rester factuel avec à l'esprit des courants, des tendances. Le Bayern se mord les doigts d'avoir licencié Nagelsmann au mauvais moment. Ça, c'est une certitude. Les dirigeants sont un peu échaudés par cette mauvaise expérience. Et le Bayern ne veut surtout pas, vous connaissez les grandes entreprises, elles ont une image à défendre, et le Bayern ne veut surtout pas devenir et s'accoler l'étiquette d'un club qui ferait valser les entraîneurs. C'est assez vrai. Factuellement, dans des clubs comme ça, dès qu'il y a 3 défaites d'affilée, l'entraîneur vacille. Mais on est obligé aujourd'hui de répondre aux lois de la physique, c'est-à-dire qu'on a fait basculer le balancier d'un côté avec Nagelsmann, où on a mis une pichenette à ce jeune entraîneur qu'on avait recruté pour 5 ans. On l'a fait sortir très précocement, et du coup, aujourd'hui, on ne veut pas répéter la même chose. Donc, Tourelle ne partira pas. On va être prudent et on ne va pas mettre notre main à couper, mais Tourelle, aujourd'hui, il n'est pas question qu'il s'en aille. L'entraîneur n'en a pas moins des responsabilités dans certains des échecs récents. Il y a eu des choix étranges, il y a eu de sa part des choses difficiles à comprendre dans la communication, dans peut-être des exigences tactiques que les joueurs ont rechigné à accepter. Voilà, Tourelle n'est pas exempt de tout reproche, mais on veut continuer avec Thomas Tuchel pour les 2 raisons que j'ai dites. La première,
On ne veut pas dégager les entraîneurs tous les 6 mois parce que ça finirait par plus avoir de sens et on perdrait de la crédibilité en tant qu'institution. Et la deuxième raison, c'est qu'on estime que sportivement, Tourelle n'est pas du tout au bout de son aventure. Quand on a dit ça, il faut regarder des deux côtés. Au-dessus de l'entraîneur, on est en transition par définition, la transition de 40 années de Rummenigge Eunès. Et ça, c'est pas, on le sous-estime énormément. Cette transition-là, elle est forcément compliquée. Si vous prenez dans l'histoire, dans les relations politiques, par exemple, ou économiques dans les entreprises, lorsque vous avez une personne ou un triumvirat ou une direction qui est là pendant des décennies, ça, c'est pas facile d'enchaîner derrière. Et puis en plus, on attend, comme un peu un messie, l'arrivée du nouveau directeur, du nouveau patron du football, Max Eberl, qui est arrivé, qui est prévu en avril. Max Eberl qui a fait ses preuves dans d'autres clubs allemands de standing. On attend son arrivée, il est déjà dans les tribunes et on attend qu'il prenne ses fonctions opérationnelles dès le début du printemps. Donc ça, c'est au-dessus de Tourelle. Il y a des responsabilités aussi de la part des dirigeants. On a éjecté Oliver Kahn, on a éjecté Salihamidzic, et donc on est en train un peu de... ça dérape, quoi. On a du mal à Après stabiliser. 1 an qu'on les a éjectés, on n'a pas été aussi patients. Hein? Enfin, je ferme la parenthèse. C'est juste. Puis d'ailleurs, tu mentionnais Nagelsmann à l'émission. J'avais juste souligné à quel point on avait posé la question. Est-ce qu'on n'a pas été un peu vite à le dégager? Oui, il y avait des explications, tu les avais soumises. Et là, tout à coup, avec le recul, on s'aperçoit que Ouais. peut-être ça a fait plus de mal que de bien, mais je te laisse poursuivre maintenant. Oui, oui, c'est ça. Non, non, mais pour terminer, il faut aussi jeter un œil sur ce qui intéresse beaucoup nos fidèles et puis les amateurs de football en général, c'est-à-dire les prestations sur le terrain. Qui se prolonge dans les vestiaires aussi, hein, bien sûr. Et vous avez quand même au Bayern, sur le plan sportif, sur le plan des individus, de l'effectif, euh, des choses qui méritent peut-être qu'on passe à un autre chapitre. Quand on a vu là contre Bochum l'ouverture du score de Bochum par Asano, on voit un Goretzka qui n'est pas à son avantage, on voit un Kimmich qui n'est pas à son avantage, et si on regarde bien le match, ces deux joueurs-là, qui sont à un endroit clé du terrain, ont perdu un peu leur charisme, leur aura, leur qualité sportive, technique, leur capacité à emmener, à être le moteur de l'équipe. D'autres aussi ne sont pas forcément à la hauteur. Bon, on ne va pas citer et tirer sur des joueurs, mais le Bayern a perdu peut-être un peu en qualité aussi depuis l'époque Robben Ribéry. C'est possible. Mais tu parles de Kimmich, petite parenthèse, depuis ses commentaires après la Coupe du Monde où il disait qu'il avait mentalement perdu de sa confiance après ce qui s'était passé, on dirait que c'est là qu'il a commencé à piquer. Déjà à la fin de la saison l'an dernier, on le Ouais. sentait moins présent. Et là, cette année, je le trouve absent. On parle très peu de lui. Il semble n'avoir aucun impact sur le jeu du Bayern cette saison, même quand le Bayern gagne, ce qui est tout de même étonnant. Mais on Après, il y a dirait que ça des, part depuis le commentaire. C'est ça que je voulais souligner. Mais tu as raison de parler de ce déficit de confiance. Upamecano, sur les deux choses très malheureuses, là, les deux scènes de jeu très malheureuses qu'il a eu à subir contre la Lazio, le penalty qui coûte, qui donne la victoire à l'adversaire, et puis son expulsion à nouveau quelques jours plus tard là, contre Bochum, c'est très malheureux, mais c'est un signe de manque de confiance aussi. Donc, y a pas mal quand même d'incertitudes, alors que, tu l'as dit tout à fait, le Bayern n'est pas en perdition sur le plan du classement, sur le plan du jeu non plus. Il y a de belles choses. On a vu un bon début de match, on a vu une bonne fin de match. C'est pas suffisant, on est bien d'accord. Mais bon. Et dernier truc, 5% de l'explication est peut-être aussi la suivante. Moi, j'aime bien malgré tout être toujours un petit peu patient avec ce qui se passe. Et il y a quand même aussi 5%, à mon avis, de l'explication de toute cette tourmente qui est une énorme malchance. Là encore, sur ce match de Bochum, c'est l'explication de Tourelle et tout le monde considère qu'elle est un peu courte. Mais Tourelle nous dit quand même aussi, on a perdu de manière non méritée. Et notamment, quand il est obligé de remplacer Noussair Mazraoui, blessé par Dayo Upamecano qui n'a jamais joué arrière droit, bah, ça fait encore un coup dur à gérer. Alors bien sûr, ça n'est que Bochum en face. Il avait eu 7 buts à 0 au match aller, je le rappelle, pour le Bayern. Mais ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais Bounassar on pourrait blessé. rétorquer qu'il n'a pas titularisé souvent Mazraoui cette saison parce qu'il n'avait pas confiance en lui et qu'il a mis souvent des joueurs
n'était pas désigné pour être à ce poste. On pense à Conrad Laimer, qui est plus un milieu de terrain qui n'avait jamais joué à droite, mais qui l'a titularisé là souvent. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a en prendre et en laisser dans le coup de la chance ici. Oui, on est d'accord, il faut être prudent avec ce concept. Non, mais tu as raison. Non, mais bon, il a fait jouer Rafael Guerreiro, qui est gaucher arrière droit. Bounassar est blessé. Stanisic a été prêté, je ne sais pas ce que c'est que ce délire, a été prêté à Leverkusen, et évidemment, il a brillé contre le Bayern. Ça a mis en rogne Thomas Tuchel, d'ailleurs, parce qu'il est un peu à vif en ce moment, et ça, c'est compréhensible. Benjamin Pavard est parti, et il est en réussite avec l'Inter. Donc là, il y a eu quand même des choix sportifs très discutables récemment. Je suis tout à fait d'accord. Et pour terminer, si tu veux, sur la synthèse de ce propos et de le tableau sur ce club, il va y avoir un choix à opérer désormais dans les prochains mois. Est-ce qu'on reste fidèle à ce qu'on a essayé de construire jusqu'ici? C'est-à-dire, on garde les fondations. On continue avec Neuer, on continue avec Müller, on continue avec Tuchel, on continue avec Kimmich, on continue avec Goretzka, parce qu'ils ont rendu des services, parce qu'ils ont gagné des titres, parce que ce sont des gagneurs, censés être en tout cas, ou alors est-ce qu'on engage un profond renouvellement avec de la nouveauté, avec Matistel, avec Saragossa, avec quelques autres sans doute aussi. Et ce sont deux directions différentes, et je pense que les dirigeants du Bayern sont en train de se demander pour laquelle opter, et que probablement que leur choix n'a pas encore été fait. Ça va être un choix douloureux, parce que si on laisse partir Goretzka, Gnabry, Sané, Kimmich, ça fait quand même un changement d'air. ERE, bien sûr, une ère de jeu. Oui, il y a 3 jeux de mots en un, excusez-moi. Et donc, on part dans l'inconnu à nouveau. C'est-à-dire que ça me rappellerait la césure, la rupture qu'il y a eu quand on a fait venir Robben et Ribéry avant que le Bayern ne brille à nouveau, où il était un peu au fond du trou. Tu le disais en introduction tout à l'heure, je rappelle quand même à nos jeunes auditeurs que le Bayern n'a pas toujours été champion d'Allemagne. Le Bayern a eu des moments de galère aussi, et peut-être qu'on est au moment où il faut faire un choix courageux et laisser partir des grands anciens. Peut-être que c'est ça qui va être choisi finalement, et dans ce cas-là, je pense qu'on conservera Thomas Tuchel pour que justement il ait un peu de long terme pour reconstruire une équipe. Mais le choix n'est pas encore fait à ma connaissance. Oui, puis il y a aussi un élément qui semble, encore une fois, je dirais pas pointer en direction de l'entraîneur, mais malheureusement, ça en fait partie. Beaucoup parlent du caractère un peu militaire, un peu dur de Thomas Tuchel qui déplace certains joueurs. Ça a rejailli sur lui au Paris Saint-Germain et aussi à Chelsea en Angleterre. Il semble avoir du mal sur le long terme, des fois, à garder le focus de ses joueurs. Alors, est-ce que c'est avec lui que le Bayern va vouloir continuer aussi, si on veut aborder un renouveau? Ça sera acheté. Il va falloir tenir compte de ça aussi. Il faut prendre le bon et le moins bon. Puis c'est pour ça que je soulignais la disponibilité de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp a beau dire je veux prendre une année sabbatique. Il avait dit la même chose quand il avait quitté Dortmund et 6 mois après, il était avec Liverpool. Hein? On peut changer vite dans les histoires d'amour dans le foot. Je dis ça. Pardon, je dis rien. Et Jürgen Klopp lui a montré que sur le long terme, il pouvait obtenir des résultats avec ses équipes. Et il est beaucoup plus aimé de ses joueurs de façon générale. Alors, connaissant le Bayern, je me dis, on ne fermera pas les yeux sur cette option-là s'il est toujours disponible au moment où on prendra la décision. Ça, c'est pour l'entraîneur. Oui, mais alors, pour le reste, je te rejoins. Il y a juste deux remarques rapidement là-dessus. Nagelsmann est en mission jusqu'en juin-juillet 2024 avec l'équipe nationale. Point d'interrogation sur la suite. Nagelsmann, je ne suis pas en train de dire qu'il va revenir, mais ça va être, dans le cirque des entraîneurs, ça va être... c'est vrai que Jürgen Klopp, à la tête de la sélection, est aussi été évoqué, tu as raison. Exactement. Et puis, j'évoque la sélection parce que le nom de Joachim Löw, qui a envie de reprendre un club, circule aussi. Et ça, ce serait quelque chose de sensationnel. Trouver un Löw... Ça serait étrange un peu, mais bon... Oui, surtout après le passage de Flick. Mais pourquoi pas? Parce que Löw a justement ce qui manque aujourd'hui au Bayern, c'est le côté humaniste un petit peu, qu'on a connu avec Heinkes, qu'on a connu avec Hitzfeld, surtout avec Hitzfeld d'ailleurs, que Louis van Gaal... Ah oui, c'est vrai, c'est un entraîneur un peu plus affable, qui était très peu expressif. Oui, je m'en souviens. Voilà, mais bon... Mais à ce moment-là, si Joachim Löw revient, il faudrait que Neuer et Müller aient pris leur retraite parce que, bon, il faudrait pas qu'il y ait des figures avec qui Joachim Löw a déjà trop travaillé. Ça peut influer sur les décisions. Il faudrait vraiment qu'on renouvelle l'effectif à ce moment-là. Il faudrait que ce soit des nouvelles têtes, là. Mais je ferme la parenthèse. Tout va dépendre de ce que le Bayern va décider. J'ai bien hâte de voir ce que la nouvelle direction sportive t'a parlé de Max Eberl. Ouais. Comment lui, il va, disons, est-ce qu'il va bénéficier
d'assez de temps, contrairement à Oliver Kahn et Alian Jits, par exemple. Voilà. Là, c'est à suivre. En tout cas, ça promet beaucoup de discussions. Mais là, je veux qu'on prenne un moment pour dire un mot sur le Bayer Leverkusen, qui est toujours sans défaite, je le rappelle. Et visiblement, Alex Xabi Alonso est en parfait contrôle de la situation. Son contrat a été prolongé, je crois. Donc, c'est même pas certain qu'il quitte Leverkusen à la fin de saison, malgré toutes les rumeurs autour de son possible départ. Même Florian Wirtz, dans une entrevue, a dit « Je suis pas pressé de quitter le Bayer Leverkusen, je me sens bien ici. » Parce qu'évidemment, son talent attire les regards, mais il n'y a pas que lui. On voit que Xabi Alonso a monté une équipe à sa main, et ça avait commencé, les gens l'oublient, ça avait commencé l'an dernier quand il est arrivé en poste. Je veux juste rappeler ça à nos auditeurs et nos auditrices. Au moment où Xabi Alonso accepte le poste d'entraîneur du Bayer Leverkusen l'an dernier, l'équipe est au fond du trou et est en danger de relégation. Et à la fin de la saison, il se qualifie en Ligue Europa. Pas en Ligue Europa Conférence, en Ligue Europa. Il a carrément remonté cette équipe-là au classement d'une façon spectaculaire. Et cette année, donc, on est dans la continuité de ce qu'il a fait l'an dernier, mais avec une équipe, cette fois, modelée comme il le désire. Et là, on se rend compte qu'il a des plans B sous la main. Il n'hésite pas à changer de dispositif tactique. Il y a des principes de base qui restent, mais il n'hésite pas à changer des dispositifs tactiques, à demander à des joueurs d'étendre un peu leurs responsabilités dans certains cas. Et visiblement, il fait tourner aussi. Et ça fonctionne. Tous les joueurs embarquent. On a l'impression que tout le monde est dans le même bateau et tout le monde connaît son rôle. En même temps que tout le monde est capable de déborder. Et ça crée une osmose qui, à toutes les semaines, même dans les moments où c'est plus difficile au niveau des matchs nuls, on a l'impression qu'il n'y a rien qui ébranle cette équipe-là au niveau de la confiance. C'est comme si Alonso avait inculqué à ses joueurs autant de bases sur lesquelles ils peuvent se rattacher, qui fait que quand des imprévus arrivent, les joueurs semblent avoir les éléments de réponse sous la main pour dire on a ça, on peut répondre, on peut répliquer. Et selon moi, c'est pour ça que dans l'ordre, notamment des 2 matchs contre le Bayern, mentalement, cette équipe-là, au contraire, n'a jamais sombré. Elle a même surmonté tout ça, au point d'être plus dominant que le Bayern au match retour. Et là, je m'avance. Est-ce que selon toi, Xabi Alonso, c'est l'entraîneur de la Bundesliga? Parce que moi, je lui donne tout de suite, honnêtement, ce qu'il fait, c'est juste exceptionnel. On savait que c'était déjà un joueur avec un très fort quotient intellectuel foot, mais là, il est en train de le transmettre à ses joueurs et de l'exprimer comme entraîneur. On sait qu'il a été formé à la Real Sociedad lorsqu'il a fait ses débuts de formation comme entraîneur, Xabi Alonso. Puis là, il est en train de mettre en application. Et là, il attire les regards. Il fait maintenant partie de la nouvelle génération, j'en suis persuadé. Et à mon sens, c'est l'entraîneur de l'année en Bundesliga, là, à l'heure présente, au moment où on se parle, parce que je ne vois pas son équipe s'effondrer comme ça tout d'un coup d'ici la fin de la saison. La plupart des écueils les plus difficiles, il est passé au travers, mais de magistrale façon. Ouais, alors si c'est pas lui l'entraîneur de l'année, ce serait l'entraîneur de Heidenheim, mais Bayer Leverkusen vient juste après. vient de battre Heidenheim. Donc à la limite, on peut la jouer à la loyale. Non, quelques principes simples sur Leverkusen. Ce qu'on ressent maintenant de plus en plus au fil des semaines. Alors il y a une réussite de champion. Pas forcément de champion d'Allemagne, même si c'est ce qui est maintenant probable, mais de champion qui gagne, qui fait une saison pleine. Parce que c'est vrai aussi, en particulier en Coupe d'Europe, jusqu'ici. Et en Coupe d'Allemagne, ils sont toujours là aussi. Attention, ils peuvent avoir un doublé à la fin de l'année. Ils sont favoris, oui, de la Coupe d'Allemagne, puisque le deuxième club le plus prestigieux de cette Coupe d'Allemagne, c'est Mönchengladbach, qui a un match en retard, enfin qui doit jouer contre Saarbrücken de mémoire. C'est vrai. Non, il y a un principe simple à avoir à l'esprit maintenant quand on voit cette équipe, c'est que ces joueurs ont faim, ces joueurs ont de l'appétit. On a vu Grimaldo, on a vu Palacios, on a vu Frimpong, on a vu Nathan Tella qui a fait des merveilles dès qu'il a. Amin Adli. Oui, c'est-à-dire que. Même Jonas Hoffmann, c'est comme trouver un nouveau souffle avec cette nouvelle équipe après Mönchengladbach. Tous les joueurs, c'est incroyable. Même Jonathan Tah, qu'on disait un défenseur inconstant, est rendu un monstre. Il y a Tapsoba qui a fait la Coupe d'Afrique des Nations, qui est très solide aussi en défense. Il y a Hincapié. Tous les joueurs, c'est extraordinaire comment ils mettent tous l'épaule à la roue. On est en train d'apprendre tous leurs noms. Là. Et on n'a pas cité le chef d'orchestre, très sobre mais très influent, Granit Xhaka, le Suisse, qui est meilleur qu'il était en Angleterre, sans doute parce qu'il a aussi emmagasiné ce savoir-faire qu'il a accumulé avec Arsenal. Et on a là une équipe qui jusqu'ici est indestructible, qui est passée sur les obstacles les plus féroces,
pour l'instant. Il y en aura encore quelques autres d'ici à la fin de saison, mais le matelas désormais en championnat est très confortable. Une victoire contre le Bayern qui est quand même assez éclatante. Et puis c'est l'équipe qui donne le plus d'excitation à voir jouer. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de combinaisons, il y a un mix entre la sobriété des uns, Xhaka, et la magie des autres, Florian Wirtz notamment. Victor Boniface s'est absenté sur blessure, le Nigérian en attaque. Mais et il va derrière, revenir, alors ça va ramener un oui, outil supplémentaire. il y a eu des solutions. En défense, on a haussé le niveau. Le gardien tient à peu près son rôle. Radetzky, il a été remplacé une ou deux fois et ça a fonctionné correctement. Tout réussi cette saison à Xavi Alonso. Moi, j'aurais presque envie. C'est toujours, on dit des sportifs, c'est le plus beau, c'est quand ils partent sur une réussite, quand ils partent à leur sommet. Mais on aurait envie d'une saison supplémentaire avec Xavi Alonso pour voir s'il peut développer encore plus cette équipe. Mais en tout cas, En cette Ligue des saison. Champions, peut-être, ça serait Peut-être, intéressant. voilà, tout à fait. Mais cette saison, il n'y a pas d'équivalent jusqu'ici. En tout cas, on est fin mars, fin février bientôt, pardon. Et pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent. Je souhaite qu'il puisse démontrer ce savoir-faire en Ligue Europa aussi loin que possible. En tout cas, sur toutes les compétitions, je trouve que son équipe répond présent à tous les matchs. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Oui, ils auraient pu perdre des matchs, mais j'ai comme l'impression que dans la tête d'Alonso ou des joueurs, ça ne va pas les déranger si on devait perdre peut-être un match d'ici la fin de la saison. On a l'impression qu'ils abordent chaque match. Comme tu dis, j'aime bien ce terme-là que tu as employé. Ils sont affamés. Ils arrivent affamés comme une meute de loups. Et je pense que pour l'adversaire qui est en face, là, ça devient très compliqué. Alors, peut-être qu'à la fin de la saison, on fera ce gag-là ensemble, toi et moi. Il ne faudra jamais plus dire Neverkusen et Visekusen. Voilà, c'est le petit gag pour terminer, mais on va peut-être la refaire. Et là, je veux qu'on parle un petit peu de deux équipes et d'abord du FC Heidenheim. Parce que moi, franchement, c'est mon coup de cœur de la saison. Ils sont en train de faire le coup de l'Union Berlin il y a 5 ans quand on a commencé le podcast. Honnêtement. C'est un peu ça, oui. Mais en quelque part, je me demande la recette, est-ce que ça tourne autour de Jan-Niklas Bestek qui a une patte gauche magique. Exceptionnel. Qui est exceptionnel. J'ai jamais vu un meneur de jeu sur le flanc gauche être aussi bon. Ouais. Et il tire les coups de pied de coin quand même de façon incroyable. Ouais. Et on a un Eren Dingshi qui a été chronométré comme étant un des joueurs les plus rapides de Bundesliga, plus rapide qu'Alfonso Davies. Puis à peu près dans la même moyenne que Jérémy Frimpong, qui est aussi parmi les joueurs les plus rapides cette saison. Et il y a d'autres joueurs dans cette équipe-là. Et à chaque match, ils se présentent. Ils ont connu une longue séquence sans défaite. À la maison, comme... comment dire... à l'étranger aussi. Je pense qu'ils ont eu une longue série de matchs-là. D'ailleurs, en 2024, la défaite contre Leverkusen était leur première défaite. Honnêtement... Moi, c'est ma surprise de la saison, mais quelle est la recette de Frank Schmidt? Est-ce que c'est l'homogénéité de l'équipe? Est-ce que c'est d'avoir été capable d'identifier dans son effectif les joueurs qui, en deuxième division, ils savaient qu'en première, ils allaient livrer la marchandise? Ça, c'est... Est-ce que c'est ça? Y a-t-il autre chose que j'ai pas saisi? Explique-nous ça, David. Non, t'as dit vraiment l'essentiel. Et puis, je suis pas allé, moi, pour être tout à fait franc, je suis pas allé les voir là-bas sur place, à la limite entre le Bade-Württemberg, sud-ouest de l'Allemagne, et la Bavière à droite. Si Frank Schmidt a réussi à capter le meilleur de Stuttgart et le meilleur du Bayern, ça promet. Non, mais c'est une petite bourgade, Heidenheim, qui débarque là, qui s'appuie sur... Mais c'est un peu ce que tu disais avec l'Union Berlin, il y a quand même quelques points communs qui s'appuient sur une stabilité, sur une solidité incroyable. C'est-à-dire que Frank Schmidt, il est là depuis, alors je ne sais plus combien, mais 12 ans, 13 ans. C'est un entraîneur qui a tout connu avec ce club. Et puis nous, on découvre cette année, mais c'est aussi le propre de la montée sous les projecteurs. On découvre cette année les joueurs que tu as cités. C'est fabuleux ce qu'ils nous font. À Heidenheim, franchement, j'étais déçu qu'ils n'arrivent pas à arracher un point contre le Bayer Leverkusen, même si la marche, bien sûr, était très très haute. Mais c'est la sensation de la saison, d'ores et déjà. Même s'il devait avoir un coup de mou, on devrait rester, me semble-t-il, sur cette impression-là. Et puis rien n'interdit de faire mieux aussi, parce que devant... Allez, on va faire un peu de fiction. Devant des équipes comme Francfort,
des équipes comme Fribourg, qui est toujours engagée en Ligue Europa, des équipes de ce calibre-là, peuvent aussi se perdre un peu en route, douter parce qu'on est sur deux compétitions différentes. Il y a eu des soucis. Francfort, d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, Mathieu, mais le grand Kalajdzic, dont tu parlais au moment où on évoquait le mercato au début de notre session, s'est à nouveau blessé au genou, les croisés encore pour lui. Donc, on peut avoir aussi des grands malheurs dans les clubs qui sont un peu au-dessus d'Heidenheim. Et rien n'interdit à Heidenheim de faire encore mieux et de coller encore plus à ta comparaison qui me paraît quand même assez crédible avec l'Union Berlin, parce qu'il y a un entraîneur qui lâche rien, qui est très proche de ses joueurs. Ceux-ci leur rendent très bien. Il y a quelques génies, quelques profils un peu comme ça, atypiques et besteux. Moi, je me souviens, je ne l'avais pas encore dans mes radars. Et puis, un parent m'a dit oh, mais lui chaque fois qu'il fait une passe, ça tombe exactement où il faut. Et j'ai regardé après, et force est de constater que c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi l'avantage de ces clubs-là, c'est que il n'y a pas une pression démesurée de dizaines de millions de personnes qui vous scrutent sans arrêt. Ils ont une liberté de promouvoir leur identité, assez terroir quand même, il faut bien le dire, sans tomber dans le cliché. Petite bourgade, club qui est monté un peu sous les radars. Et aujourd'hui, c'est la sensation de la saison. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, il va manquer quoi? Il va manquer un coup d'éclat contre un gros, peut-être. Mais ils ont déjà montré plein de fois qu'ils pouvaient embêter tout le monde en Bundesliga. Et cette équipe-là, allez, on va finir sur une boutade. Elle ne fera pas partie des possibles relégués en fin de saison. Ou alors, faudrait vraiment un concours de circonstances incroyable. Un coup d'éclat contre le Bayern, peut-être. Ils ont bien performé à l'Allianz Arena. Bon, enfin, je ferme la boutade. Il y a une autre équipe qui surprend depuis le début de cette seconde moitié de saison, c'est le Werder Bremen. Actuellement, 7e. Maintenant, ils sont dans la course pour une place européenne, ce dont moi, je n'attendais pas du tout. Je m'en attendais pas du tout. C'est impressionnant leur deuxième moitié de saison. Ils n'ont perdu qu'un seul match, mais ils ont battu le Bayern de Munich. Ils ont 3 victoires à l'étranger alors qu'ils avaient de la difficulté à gagner à l'étranger en première moitié de saison et dans les saisons précédentes. On se disait après le départ de Niklas Füllkrug qui allait marquer des buts, comment ils allaient jouer en équipe. Eh bien non, cette équipe est en train de trouver son élan, sa confiance et semble presque intouchable depuis quelques semaines. Est-ce que ça va durer, David? Comment on explique tout d'un coup cette résurrection d'entre les morts du Werder Bremen que nous, à une certaine époque, on a connu régulièrement dans le top 4, mais qui avait connu des difficultés récemment, qui a été relégué, qui est revenu. Et là, cette année, on dirait que cette année, pas question d'être une victime consentante en deuxième moitié de saison. Je me demande sur quoi ils ont travaillé pour tout à coup être comment dire, presque intouchables. Je dis bien presque, parce qu'ils vont peut-être perdre des matchs d'ici la fin de la saison, mais je les regarde jouer, puis tu sens que pour l'adversaire, c'est compliqué maintenant d'affronter le Werder Bremen. Oui, alors le succès contre le Bayern 1-0, but de Mitchell Weiser dans un angle très fermé, on va peut-être le laisser de côté pour notre analyse parce qu'on a là un cas typique d'un ancien joueur d'un club qui brille de manière un peu improbable quand même contre le club en question. Mitchell Weiser, ancien milieu de terrain latéral du Bayern, qui a l'habitude quand même de marquer quelques buts spectaculaires et bourrifants par-ci par-là. Mais je suis un peu à court d'explications, il faut bien le dire. Je me disais, oh, ils ont réussi un coup extraordinaire en faisant venir Naby Keïta, qui avait quand même fait des merveilles avec Leipzig à une époque. Et Naby Keïta a fait complètement pchit parce qu'il était archi blessé. Et donc, je me suis dit, bah, ça fait quand même une sensation en moins. Le départ de Füllkrug, tu l'as dit. Raphaël Borré, c'était bien avec Eintracht Francfort, mais avec le Werder Bremen, pour l'instant, ça n'a pas été exceptionnel. Marvin Duksch, un bon attaquant. On peut l'imaginer en équipe nationale, mais ce n'est pas non plus Harry Kane. Les autres, vous ne les connaissez pas, ou très peu. Nick Woltemade, Justin Djima. Alors, est-ce que c'est l'entraîneur, Ole Werner? Au moins, il y a quand même quelque chose à mettre au crédit au Werder, c'est qu'on a laissé cet entraîneur travailler. Alors ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, ils sont effectivement en plein redressement, alors que l'équipe est pas.
c'est pas du calibre des équipes qui sont au-dessus, quoi. Les joueurs, bon, il y a des bons joueurs, il y a des joueurs aussi, des fidèles. Ça fait maintenant longtemps que Jerzy Pavlenka est là, ça fait longtemps que Niklas Stark est là, ça fait longtemps que Mitchell Weiser et quelques autres sont là aussi, mine de rien. Je sais pas, il me manque quelques ingrédients encore. Si le Werder confirme, dépasse un club comme Offenheim, s'installe dans les 6-7 premiers, il va bien falloir que j'aiguise mes arguments. Mais pour l'instant, je suis encore un peu à court. Je distingue un entraîneur qui a du temps pour travailler et qui est en train de s'affirmer aussi sur le plan de son charisme, de sa personnalité. Ça, c'est une évidence. Je pense que les dirigeants au-dessus de lui aussi lui ont laissé le champ libre pour travailler. Et puis, quelques joueurs qui performent. Peut-être que c'est aussi une alchimie d'équipe où on s'est dit, on ne nous voit pas venir, on a eu quelques coups durs, on a eu le départ de grands anciens, et on arrive à combler ça par une forme de... Parce que tu as décrit, c'est-à-dire une forme de compacité, une forme une équipe soudée, et effectivement, ils sont de plus en plus convaincants. C'est assez bluffant, je dois dire. Je suis moi-même tellement bluffé, mais il y a une chose que j'ai constatée pour ajouter à ton analyse. C'est une équipe qui concède aussi beaucoup moins de buts à l'adversaire. Je sais que je préfère l'attaque à la défense, mais il y a à eu un des moment saisons donné, où ils ont pris 60 buts, tu as raison. Hein. Oui, tu as raison. Et là, dans la deuxième moitié de saison, on a réussi à récolter quelques blanchissages, ou comme vous dites chez vous, des clean sheets. Ils ont concédé moins de buts à l'adversaire, et à un moment donné, tu augmentes tes chances de gagner parce qu'ils n'ont pas une attaque de feu, le Werder, mais ils arrivent à avoir trouvé un style sans être nécessairement une équipe de transition ou quoi que ce soit. On semble avoir trouvé une identité de jeu qui est encore là, un peu floue, mais on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Là. La mécanique, elle est un peu plus rodée, en tout cas. Et ça, je trouve ça encourageant parce que moi, personnellement, je ne les voyais même pas 7e au classement en quelque part cette saison. S'ils finissent 10e, par exemple, ce serait déjà une belle surprise. Là, dernier sujet, David, mais c'est un sujet triste, il faut m'en excuser. On se rappelle, et on en avait discuté pendant le bilan de mi-saison, la décision de la Deutsche Football Liga d'ouvrir au marché extérieur, ou en tout cas d'ouvrir à des investissements extérieurs, notamment concernant les droits télé internationaux, eh bien, cette décision-là qui a été votée en majorité par les dirigeants des clubs des deux divisions principales, Bundesliga, Bundesliga 2, ça ne fait pas l'affaire des fans, absolument pas du tout. Et depuis la reprise, ces fans, ces supporters se livrent à toutes sortes de coups d'éclat. On jette des balles de tennis sur le terrain, on jette des pièces de monnaie, des pièces en chocolat, devrais-je plutôt dire. Et récemment, là, on a mis des engins téléguidés, notamment un qui envoie de la fumée dans un match de deuxième division. Et là, on se retrouve avec des matchs qui sont décalés, qui commencent en retard ou dont les deuxièmes périodes commencent en retard, avec des interruptions et des arrêts de jeu interminables à cause de ça. Et on en a dans tous les matchs, sans exception ou presque. Toutes les équipes sont concernées et les fans continuent et ont l'intention de ne pas arrêter parce qu'eux disent qu'ils craignent que ce genre de décision-là, ça entrouvre une porte qui pourrait mettre en danger la règle du 50+1, qui ouvrirait la porte à des investisseurs au sein même des propriétés des clubs. Ils disent aussi que cette décision-là, ils n'ont pas été impliqués et donc que c'est antidémocratique. Ils n'ont pas été consultés, alors ils voudraient qu'on refasse un vote et qu'on les consulte et qu'on revienne en arrière. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me parler justement de que j'appellerais le sentiment de l'importance des traditions. Je connais un peu ton vocabulaire et je connais un peu, maintenant que je te connais, vers où tu vas t'orienter, mais j'aimerais quand même que tu me dises, vu que tu es plus près de la situation, est-ce qu'on va réviser la situation? Parce que bon, je comprends que peut-être le football allemand a besoin de se vendre un peu plus à l'extérieur parce que même si en Allemagne, c'est très populaire et c'est tout à fait vrai, les stades sont pleins de façon générale, les droits locaux, aucun problème. C'est au niveau des droits internationaux que ça pêche et c'est pour ça qu'on voulait ouvrir parce que contrairement à l'Espagne ou l'Angleterre, même la France peut-être, l'Allemagne semble être un peu en retard. Mais je me souviens que c'était quelque chose auquel on ne se préoccupait pas trop. On se disait, le produit va se vendre tout seul parce que les gens vont aimer ce qu'on voit sur le terrain. Mais là, à un moment donné, il y a peut-être du recul.
Et on sent peut-être une fatigue de toujours, disons, gérer le club avec des finances serrées. Alors peut-être ça explique cette décision-là. Mais est-ce que tu as des signes qui vont revoir leur décision, le présenter autrement, le faire accepter en leur disant on ne mettra pas en danger le 50% plus un, ou alors on dira ben non, c'était pas la bonne décision, on va revenir en arrière, on va trouver autre chose. Comment les choses se présentent? Parce que je te pose la question, justement, parce que les supporters, n'ont pas l'intention de s'arrêter là, au niveau des manifestations de mécontentement. Il faut s'attendre à ce que dans les prochains matchs, on en ait d'autres coups d'éclat de ce genre. Oui, alors je suis pas objectif, je l'annonce tout de suite sur ce sujet. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais simplement, le constat qu'on fait visuellement dans tous les stades d'Allemagne actuellement, c'est que il y a eu un constat qu'on a fait dès le départ et qui se poursuit, c'est-à-dire que les joueurs, les entraîneurs, les acteurs qui sont sur le terrain du football allemand ont énormément de compréhension vis-à-vis de ces protestations, avec de la patience, avec on n'attaque pas frontalement ces comportements, etc. On commence à voir poindre aussi, me semble-t-il, quand même une forme de lassitude de la part de ces acteurs du foot, c'est-à-dire qu'on se demande si ça ne va pas quand même un peu loin. Petite anecdote, petite confidence que je peux vous faire par rapport à ce qui s'est passé hier. Je travaille pour un grand diffuseur qui est le groupe Sky, et Sky avait prévu 2 heures de feed, comme on dit, donc de flux d'images et de sons venus de la Ligue de football allemande pour le match du Bayern. Il y a eu 14 minutes d'arrêt de jeu en première période, de temps additionnel comme on dit maintenant, je déteste cette expression, et de temps additionnel 8 minutes en seconde période. On s'est retrouvé donc avec 22 minutes de temps en plus, et on a dépassé les 2 heures de séquence sur le match du Bayern. Et du coup, comme ça n'était pas prévu par le diffuseur Sky, vous ne direz pas que je vous l'ai dit, l'image s'est coupée à quelques minutes de la fin du match parce que c'était la fin de la retransmission alors que le match était toujours en cours. Mais il y a eu un match en fin de semaine, juste récemment, je me souviens plus lequel, mais il y a eu 25 minutes d'arrêt de jeu avant la pause de la mi-temps. Ouais. C'était drôle de voir 70 minutes et là, on siffle la pause de la première mi-temps. Voilà, je ferme la parenthèse, je te laisse poursuivre. C'est tout à fait ça. Non, mais alors, donc une lassitude peut poindre aussi. Il faut se méfier parce que c'est une cocotte minute un peu cette affaire. Pour ma part, j'ai un avis qui n'est pas objectif parce que pour moi, le décor actuel du football allemand, avec cette règle que les supporters du foot allemand estiment démocratique et à laquelle ils tiennent beaucoup, j'insiste sur le mot démocratique, c'est-à-dire les supporters d'un club ont un pouvoir de décision plus ou moins sur la direction sportive du club, sur la direction économique du club. Ils ont voix au chapitre. Sauf dans un ou deux cas qui prouvent que la nature humaine est imparfaite et qui prouvent que toute structure est imparfaite aussi, que j'accepte très bien et que dans le football allemand, on accepte plus ou moins bien, qui sont le grand groupe Bayer, tiens, et Red Bull, avec Leipzig notamment. On accepte un peu ces exceptions, même si ça fait grincer des dents par-ci, par-là. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour dire que certains ne seront pas forcément très contents que le Bayer Leverkusen soit champion d'Allemagne. On préférerait, chez les purs, entre guillemets, c'est ironique ce que je dis là, on préférerait un club beaucoup plus traditionnel du style Schalke ou Dortmund ou Hambourg, champion d'Allemagne. Mais ça, je referme la parenthèse. Donc, je ne suis pas très objectif parce que pour moi, ce système est un système qu'il faut garder, auquel il faut tenir. Et si le bon sens du supporter, le bon sens du citoyen consiste à dire tiens, il y aurait peut-être un danger à ce qu'un investisseur investisse massivement dans la Ligue, et ça ferait tomber une digue et ça ouvrirait la porte à une tendance qui ferait qu'on reculerait sur la part majoritaire des supporters d'un club dans chacun des clubs. J'entends ce discours et je préférerais, moi, une perte de compétitivité sportive relative, évidemment. Il ne faut pas que ça devienne non plus le championnat d'Islande ou de Suisse, la Bundesliga. Je n'ai aucun manque de respect pour ces deux pays que j'adore, mais j'accepterais une baisse relative de compétitivité par rapport à des ligues qui laissent advenir des flots et des flots d'argent improbables, donc dans une certaine mesure, plutôt que de se renier un peu par rapport à ce modèle qu'on a
qu'on a chéri, qu'on a conservé et qui est quand même très très sympathique parce que vous avez des top ambiances, vous avez des stades historiques, etc., des choses comme ça. Sans vouloir être passéiste, je suis très circonspect par rapport à ces ouvertures, on pourrait dire, de capital en fait. Et donc je suis assez d'accord, je suis assez en empathie avec ces protestations qui peuvent être un peu lassantes, qui peuvent être un peu pénibles, qui peuvent paraître passéistes, mais qui pour moi sont quand même encore révélatrices que ben, le supporter de football qui va au stade, qui paye sa place, a envie de garder un petit peu un pouvoir de décision sur ce qui se passe devant ses yeux. Je trouve ça assez, j'allais dire poétique. C'est quelque part. Non, mais c'est une partie de la facette du monde germanique, Mathieu. C'est-à-dire, il y a un côté un peu comme ça. Il y a des très grands poètes en Allemagne, un côté un peu littéraire, un côté un peu artistique. Et je fais aisément le rattachement entre cette tradition-là et cette volonté des supporters, même si c'est peut-être un peu à courte vue, hein, j'en conviens, de garder ce système qui a donné quand même satisfaction et qui donne surtout une fierté aux supporters d'aller au stade en disant c'est mon club. Aujourd'hui, est-ce que les supporters du Paris Saint-Germain ou de Newcastle peuvent dire c'est mon club? Il y a une vraie discussion à ce sujet. Bien, moi, je trouve que la contestation reflète quelque chose de sain. Ça, c'est ma première observation et je le dis à la fois objectivement et pas objectivement. Ça fait étrange à dire comme ça, mais c'est comme ça que je le vois. Et moi, il y a une question qui m'est venue tout de suite à l'esprit quand la décision avait été prise en décembre. Pourquoi on n'a pas envisagé d'autres pistes de solutions, dont une qui, pour moi, est tout à fait simple? Réviser tout simplement le marketing du marché extérieur si on va aller chercher des sous là-bas plutôt que d'ouvrir le marché à des investisseurs dont tu ne sais pas ce que tu vas obtenir en retour. Ça permettrait de rester fidèle à quelque chose qui fonctionne. Et justement, dans le marketing, ce que tu vendrais ou ce que tu proposerais, ben, ce serait exactement ce que c'est. Il y aurait une forme d'honnêteté. Et moi, je suis persuadé que si on revoit la stratégie de marketing pour qu'on le montre un peu plus outre-mer en disant voici ce que nous sommes, je suis persuadé qu'on trouverait facilement des diffuseurs, beaucoup plus facilement en tout cas. Pas obligé d'être le même niveau que l'Angleterre et tout ça, mais justement, l'Angleterre, chaque ligue, on nous parle de l'Europe. Moi, je trouve que l'Europe n'est pas homogène. Chaque pays arrive avec sa vision en disant la Liga, c'est ça. La Ligue 1, c'est ça. Ça fait un peu drôle à dire, mais la Ligue 1, c'est ça. La Premier League, c'est ça. La Bundesliga aurait juste à dire voici, c'est ça, mais pas avoir peur de le dire et de le répéter. Alors, moi, je pense que c'est au niveau peut-être de la Deutsche Football Liga elle-même de revoir au sein de son personnel de marketing et de dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. C'est ma vision. Et ça aiderait peut-être à aller chercher plus de sous outre-mer et de conserver une forme de ce que j'appellerais d'équilibre économique qui serait profitable pour toutes les équipes en Allemagne, sans se renier, sans renier son identité profonde, sans renier ce que tu viens de dire. Et tout le monde, il serait gagnant. Et tu vois, c'est pas grand-chose. Hein? Et des fois, je me dis, il leur manque juste un petit quelque chose, peut-être, qu'ils ont. Parce que je trouve que, euh, pour te donner un exemple du marketing, parce que je suis bien placé, je suis ici, j'ai comme l'impression qu'ils ont peur de se vendre. Et je dis pas ça là, de façon péjorative parce que, bon, à un moment donné, je suis pas plus capitaliste qu'un autre ou quoi que ce soit, mais c'est une façon de parler. Je prends le langage courant, une façon de dire ils auraient moyen de rendre leur ligue, leur football aussi visible que le football anglais ou le football allemand. C'est juste de donner plus de visibilité. Et c'est à ça que je fais référence au niveau du marketing. Il y aurait moyen juste d'accroître la visibilité. Déjà, ça les aiderait. Et probablement qu'on n'aurait pas besoin de recourir à ces investisseurs extérieurs dont tu parles. Et c'est ça, moi, mon avis sur la question, mais basé sur des éléments, à mon sens, factuels et aussi sans renier ce qui fait qu'on apprécie ce foot allemand. En plus, on pourrait trouver d'autres comparaisons qui montrent que ça fonctionne. Juste à titre d'exemple, on parle beaucoup justement des compagnies ou des entreprises automobiles en Allemagne qui investissent beaucoup dans le foot. Mais ces entreprises automobiles, pardon, elles arrivent à se vendre chez nous. Elles arrivent à se vendre à l'extérieur. Il doit y avoir donc un marketing pour ça. Ouais. On devrait faire la même chose avec la Bundesliga, selon moi. Mais ça, c'est juste, c'est juste mon avis. Puis j'espère qu'on va trouver une solution à travers ça, parce que moi, je pense que la colère doit être entendue.
Parce qu'après tout, dans le 50%, dans le 50 plus 1, ces gens-là ont un pouvoir de décision et effectivement, on ne les a probablement pas consultés dans ce processus-là. Et là, aujourd'hui, les directions de clubs qui ont voté oui en paient le prix. Après, pour ce qui est d'être pur ou tout ça, j'en prends et j'en laisse parce que pour moi, la pureté n'existe pas. Tout le monde On est a d'accord. probablement son mot à dire. Fait que est-ce que le Bayern Leverkusen ne mérite pas d'être champion ou quoi que ce soit? Là, je m'excuse, là, on ne rentrera pas dans ce sujet-là. Oh, on préfère Hambourg ou Schalke 04. Attendez qu'ils reviennent en première division quand même. Là. Un peu. Fait que, Hambourg arrive parce que là, Stéphane Baumgart est en train de devenir l'entraîneur d'Hambourg. Ça sera peut-être confirmé un peu après notre diffusion. Ils arrivent. Sois patient, ça, Mathieu. Hambourg à revient. la fin de notre saison, on va parler un peu de Bundesliga 2. On va certainement parler de ce portrait-là. Mais en attendant, David, je te remercie infiniment pour ce retour et pour ce démarrage de la seconde moitié de saison. Je propose qu'on se retrouve au mois de mars, à peu près aux alentours de la pause internationale, peut-être juste un peu après. On pourrait évoquer un peu la Mannschaft et on évoquera bien sûr les suites de la saison en cours, ce qui se passe. Il y a peut-être encore d'autres surprises et d'autres déceptions qui vont survenir d'ici là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tes observations parce qu'on parlait d'appétit plutôt dans l'émission. Eh bien, on avait un bel appétit parce qu'il y avait un gros menu aujourd'hui à déguster. Et j'espère que les gens et les personnes qui nous écoutent auront su en profiter. Merci encore une fois, David. Ce fut un réel plaisir. Et restez connectés à nos matchs et à nos week-ends de championnat parce que, tiens, on va en citer un. Il y a un Leipzig-Bayern qui arrive et qui risque de faire des étincelles. Donc restez bien évidemment à l'écoute de cette Bundesliga qui nous offre beaucoup, beaucoup d'émotions. Effectivement. Et je vous rappelle que le podcast ou la balado est disponible sur YouTube en vidéo ou en audio via le compte du Cannes Football Club Plus sur Deezer, Spotify, Google Art Radio et bien entendu toutes les autres plateformes comme Podcast Addict, etc. Sur lesquelles vous pouvez nous écouter. On se retrouve donc en mars prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ici Mathieu Lemay et au nom de mon camarade David Lortolari, le Kaiser, on vous dit au revoir et à très bientôt. Merci.